Bonjour à tous et bienvenue pour cette session Qu'est-ce qu'un Scrum Master? J'ai l'habitude de présenter Scrum, donc il y a les trois rôles et le parent pauvre de Scrum c'est souvent le Product Owner. Qu'en est-il du Scrum Master? C'est souvent un parent absent, un parent pas compris, un parent peu connu. Et ce que je vais essayer de vous proposer dans cette session c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Scrum Master, pourquoi ça sert à quelque chose un Scrum Master, quel est son agenda, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Bref, qu'est-ce que c'est? Quelques mots déjà au préalable sur cette session. Quelques avertissements. Je suis toujours quelqu'un, enfin en tout cas, qui essaye d'être au maximum bienveillant. Donc il est possible que je dise des choses qui vous heurtent. Je le sais, parce que ça s'est déjà produit. C'est pas volontaire, c'est pas contre vous. Ne le prenez pas personnellement. D'accord? C'est une réponse à qu'est-ce qu'un Scrum Master. Voilà, donc vous énervez pas. Par contre, si ça vous fait réagir, surtout dites-le moi. Montrez-le sur vos visages, ça m'aidera en tout cas à voir. Alors, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Romain Couturier. Je ne vais pas vous faire la présentation professionnelle, ça ce sera pour la fin. J'ai 3 hobbies dans la vie. Je dévore des bandes dessinées. Alors c'est un hobby qui prend beaucoup de place, et qui continue à en prendre de plus en plus. Deuxième hobby que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'ai déménagé. J'habite maintenant dans la banlieue de Lyon, donc maintenant j'ai une maison. Et du coup maintenant j'ai un jardin. Et du coup je peux jardiner. Et ça c'est les vraies photos de mon jardin. Ça, c'est les vraies courges que j'ai mangées l'année dernière. Enfin, qu'on a mangées l'année dernière. Et donc, j'en suis assez fier. Voilà. Et j'ai une troisième passion que j'ai découverte parce que sans doute, je ne suis plus aussi insouciant qu'avant. C'est que il faut se tenir en forme. Et donc, du coup, j'ai la chance d'habiter pas très loin d'un cours d'eau qui s'appelle l'Iseron. C'est plein de petits sentiers comme ça. Et donc, j'adore aller courir le week-end. C'est très champêtre. Hein. Voilà. C'est juste à côté de chez moi. C'est joli, hein, c'est bien. Ouais. Et donc là, on est quoi? On est mi-novembre à peu près, donc les fêtes vont arriver. Et donc si normalement tout va bien, juste après les fêtes, il devrait y avoir une espèce d'autoroute des coureurs qui va se déclarer, qu'on ne voit pas aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui reprennent la course subitement après les fêtes. Vous avez déjà remarqué? J'ai commencé il y a 4 ans, 4-5 ans. Alors, je vais pas tirer à boulet rouge sur les autres, hein. Je vais quand même me mettre dans le lot. Le premier jour où vous reprenez la course, c'est assez drôle en fait. Les débutants, vous les remarquez tout de suite. Ils sont à la cool, ils sont tranquilles, ils ont généralement une écharpe qui est super épaisse. Vous sentez qu'ils vont crever de chaud en moins de 10 minutes parce qu'ils n'ont pas du tout l'équipement adapté. Les chaussures, ça va pas. Vous sentez qu'ils souffrent. Enfin, vous sentez que c'est vraiment le début, quoi. Ça, c'est vraiment le coureur débutant. Celui-là, on le voit arriver très très vite. Le débutant, une fois qu'il a bien couru, il dit que quand même il a bien couru, donc il a droit à une petite récompense. Donc on se... Là, qui l'ont déjà fait ça? Non. Ouais, petite récompense, vous tapez dans le chocolat, ce qui vous remotive pour aller chercher la prochaine session de course, qui va être justifiée parce que justement vous perdez absolument pas de poids et vous ne vous sentez pas du tout plus en forme. Et puis au bout de 15 jours, les 3/4, vous ne les revoyez plus, sauf à la belle saison. Parce que quand il fait beau, on peut enlever l'écharpe et du coup on a moins chaud. Si vous commencez véritablement à ancrer les choses, vous commencez à vous équiper. Alors ça coûte un tout petit peu d'argent, mais voilà. Déjà, vous savez qu'on peut courir en short, y compris quand il fait froid, parce qu'au bout de 5 minutes, vous allez vous réchauffer. Mais l'amateur, quand même, vous pouvez aussi le griller assez rapidement, c'est le seul qui écoute de la musique. Les professionnels, eux, n'écoutent pas de musique. Ils n'ont rien. Ils courent ultra light. Ils sont réglés comme du papier à musique. Ils courent quelle que soit la météo. Ils sont assez impressionnants. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que quand on parle de Scrum, il y a un truc dont on parle assez souvent. Il y a une expression qui revient très très régulièrement. Et je me suis dit, tiens, je peux faire cette analogie entre des styles de coureurs et puis des styles de Scrum. Alors j'en ai trouvé 3. Il y a le Scrum Bot. Le Scrum Bot, c'est le terme qu'on utilise dans le monde de l'agilité. Moi, en tant que coach agile, ils font du Scrum Bot. C'est toutes les personnes, toutes les équipes qui font du Scrum, mais on a adapté des trucs. Alors ceux-là, on dit, ils ne savent pas faire du Scrum, c'est pas très bien. Voilà. Et alors ça, avec le développement de l'agilité, et plus spécifiquement de Scrum, il y en a de plus en plus. On en voit de plus en plus. Et des vraies implémentations de Scrum, on en trouve très très peu. Très, très peu. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que je pense qu'on est en train de rentrer, et je pense que vous en êtes la démonstration, c'est qu'on est en train de rentrer dans l'ère du Scrum Bot. Et le Scrum Bot, c'est quoi? Je sais que je fais du Scrum Bot, mais j'essaie de m'améliorer.
Et en tant qu'amateur, je n'ai pas vocation à avoir des pratiques de professionnel. Néanmoins, je vais m'informer, me renseigner, me structurer pour quand même améliorer mes pratiques, améliorer ma façon de faire. Et avec peut-être un objectif, c'est un jour de toucher le Graal du Graal, c'est-à-dire le vrai Scrum. Tout le monde voit ce que c'est le vrai Scrum? Vous en avez déjà fait? Ceux qui connaissent le concept de Shoari auront peut-être trouvé des parallèles, mais globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui font du Scrum Bot. Et si j'ai une petite ambition sur cette session, c'est que tous ceux qui se sentiraient un peu l'amateur, c'est que vous fassiez tomber les écharpes et que demain, vous fassiez du Scrum Bot, mais vous allez quand même vous améliorer. Il faut essayer de comprendre un petit peu le Scrum Bot, de comprendre pourquoi c'est pas une maladie, pourquoi c'est pas grave. Okay. De plus en plus, on utilise du Scrum. Alors, il y avait un avant Scrum et il y a un avec Scrum. C'est pas un après Scrum, il y a un avec Scrum. Vous avez 3 rôles en Scrum. Il y a l'équipe de développement, le Product Owner et le Scrum Master. Avec Scrum, on vous dit, il y a une équipe de développement. Bon, bah, avant Scrum, c'est pas très compliqué, on savait ce qu'on pouvait mettre aussi. On arrive à faire un parallèle assez facile. Ce sont, dans le milieu informatique en tout cas, toutes les compétences techniques, toute l'ingénierie, les développeurs, les testeurs, les architectes. Avec l'apparition du terme Product Owner, donc le responsable métier, c'est un petit peu plus compliqué, mais on arrive à faire des parallèles. C'est-à-dire on arrive à identifier des personnes qui viennent alors de différents mondes. La terminologie est assez large en fonction des organisations. Mais on arrive à trouver un parallèle. Et alors arrive le Scrum Master, introduit par Scrum. Et là, la grande question qui se pose, c'est, bon alors, si la méthode a nous posé un rôle, qui va hériter de ce rôle-là? Qui est Scrum Master? Est-ce que c'est le chef de projet, si vous en avez? Est-ce que c'est le leader technique, si vous en avez? Le problème, c'est si vous en avez plusieurs. Est-ce que c'est l'architecte? C'est qui? Ben, le Scrum Master, c'est aucune de ces personnes-là. Aucune. Et c'est bien le problème, c'est que c'est un rôle qu'on ne sait pas attribuer. Donc par défaut, on l'a donné à des représentants techniques, qui sont, pour la plupart, pas tous, relativement mal à l'aise avec ce rôle-là. Alors comment détecter si vous êtes dans du Scrum Bot? Et encore une fois, c'est pas grave. J'ai remarqué, le Scrum Bot, on peut l'observer de plein de manières, mais si on se met juste dans le rôle du Scrum Master, je ne vais pas vous passer toute la méthode en revue, mais c'est quoi un Scrum Master qui, on sent que c'est pas à l'aise? Alors, la liste n'est pas exhaustive, parce que Dieu sait que pour être longue comme le bras, mais j'ai retrouvé quelques patterns. Le premier, c'est le Poubelle Master. C'est le Scrum Master à qui on refile toutes les tâches pourries que l'équipe ne veut pas faire. C'est l'assistant ou l'assistante. Parce qu'à force de dire et de répéter comme une espèce de mantra que le Scrum Master est au service de l'équipe, on en a fait un réceptacle de tout ce que l'équipe ne veut pas faire. Et du coup, on se retrouve avec un Scrum Master qui fait un petit peu tout le travail ingrat, assez peu valorisant. On a le coup classique, c'est le codeur, le leader technique, le code master, le Scrum Master qui code. Alors quand vous êtes développeur, vous ne pouvez pas être Scrum Master. Tout simplement parce que quand vous développez, vous développez. Une activité qui exige une disponibilité intellectuelle extrêmement forte. Donc quand je suis devant mon écran, je ne suis pas Scrum Master. On a aussi le Planning Master, responsable du planning, celui qui doit tenir les échéances, celui qui se récupère tous les reportings. Il y en a? Vous retrouvez ou pas déjà? Ouais, bien. Déjà en termes de personnages, j'ai réussi à cibler 2-3 personnes, donc c'est que c'est bon. Il y a aussi le Post-it Master, Jira Master, Taiga Master, bref, le Tool Master. J'ai mis outil étoile master. Vous prenez n'importe quel outil, ça marche avec Trello, ça marche avec Slack, c'est outil master. C'est la personne qui va être en charge de garantir que toutes les données qui sont stockées numériquement sont cohérentes et structurantes. C'est lui qui est responsable d'actualiser les post-it, parce que plus personne ne les touche. C'est le job du Scrum Master. Non, c'est pas le job du Scrum Master de s'occuper de ces outils-là. Et puis on a le Graal du Graal, une espèce de pratique qui a émergé assez naturellement, qui est le Scrum Master tournant. Alors là, c'est top, parce que finalement, c'est une réponse assez cohérente d'une équipe qui se dit, ben, comme on n'a personne qui va être Scrum Master, tout le monde va l'être. Et c'est très drôle parce que c'est la seule fonction aujourd'hui qu'on rencontre dans les entreprises qu'on autorise à tourner. Est-ce que vous avez un manager tournant? Est-ce que vous avez un président directeur général tournant? Tournant, ça veut dire qu'à chaque itération, le Scrum Master tourne. Et ça, on le voit très souvent. Tous les 15 jours. Imaginez que vous changez de métier tous les 15 jours. C'est-à-dire que vous développez tous les 15 jours. Vous êtes testeur tous les 15 jours. Vous êtes responsable de votre produit. Vous êtes product owner tous les 15 jours. Bref, le métier que vous avez aujourd'hui, vous ne le faites
que 15 jours tous les 2 à 3 mois. Imaginez comment est-ce que vous allez développer vos compétences si vous travaillez sur un domaine uniquement 15 jours tous les 2 à 3 mois. Ben, vous n'allez pas le faire. Donc vous allez vous retrouver avec un Scrum Master qui devient en fait une espèce de patate chaude, un rôle dont personne ne le veut. Donc on évite les Scrum Masters tournants. Éventuellement, on peut tourner sur 2 personnes, grand maximum. La question de cette conférence, c'est qu'est-ce qu'un Scrum Master? C'est très facile de dire ce que c'est pas, mais c'est quoi en vrai? Eh ben, je vais vous donner la traduction en français de ce qu'est un Scrum Master. Ça s'appelle un maître Scrum. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre les slides que vous retrouvez sur Internet. Et vous pouvez partir avec cette définition-là. C'est écrit dans le titre, c'est un Scrum Master. Vous êtes maître Scrum. C'est-à-dire vous maîtrisez Scrum. Votre mission, votre leitmotiv, c'est Scrum. Ouais, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air vraiment de... Je vois plein de sourires qui sont en train de naître, mais tout doucement, hein, très doucement. Alors, où est-ce que je prends cette définition de ce qu'est un maître Scrum? Parce que c'est bien mignon, mais il y a un outil qui s'appelle le guide Scrum. Qui a déjà lu le guide Scrum? Voilà. Très bien, donc vous êtes à peu près 40 dans cette salle, et donc il y a une personne qui a lu le guide Scrum. Alors, le guide Scrum, c'est quoi? C'est quoi? C'est la définition de la méthode de ce qu'est Scrum. Vous tapez Scrum Guide sur Google, vous allez arriver sur le site, vous pouvez télécharger la version en français, et puis vous allez trouver cette définition. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est la séquence qui pique les yeux hein, dans la présentation. Et ça, c'est pas le pire. Le pire est à venir. Okay. Le Scrum Master est responsable de s'assurer que Scrum soit compris et diffusé. Les Scrum Masters font cela pour s'assurer que l'équipe Scrum adhère à la théorie, aux pratiques et aux règles de Scrum. Le Scrum Master a un rôle de meneur au service de l'équipe Scrum. On l'appelle un servant leader. Le Scrum Master aide les personnes externes à l'équipe Scrum à comprendre quelles interactions avec l'équipe Scrum sont bénéfiques et lesquelles ne le sont pas. Le Scrum Master aide chacun à changer ses interactions afin de maximiser la valeur créée par l'équipe Scrum. Et c'est tout. C'est facile. Voilà. Donc ça, c'est extrait du guide Scrum, c'est la version française. Ça, c'est votre fiche de poste. Okay, donc déjà, ça vous donne un cadre. Alors évidemment, c'est suffisamment flou pour ne pas savoir ce que vous devez faire, et c'est suffisamment cadrant pour déjà poser des bornes. Vous voyez qu'il n'y a aucune mention de code, il n'y a aucune mention de tout ce qu'on a pu voir avant. Okay. On est vraiment sur le Scrum Master est un diffuseur de social au sein des équipes. C'est ça qui est écrit entre les lignes. Alors comment est-ce qu'il va travailler? C'est précisé. Donc ça, c'est la séquence qui pique vraiment. Le Scrum Master, il intervient. Alors, il y a 1 minute de lecture. Hein. Soit vous m'écoutez, soit vous lisez. C'est vous qui choisissez. Ça, vous allez pouvoir le retrouver en ligne. Et ça nous explique donc dans le guide Scrum que le Scrum Master, il est au service du Product Owner, il est au service de l'équipe de développement, il est au service de l'organisation. Et donc pour chacun des rôles, eh bien, on lui trouve, il y a un certain nombre de missions qui sont décrites. On aura l'occasion d'y revenir. Donc je vais soulager vos yeux. Donc si on modélise un petit peu ça, ce qui est écrit finalement dans le guide Scrum, parce que ça tient juste sur une page A4. Ça nous dit que le Scrum Master finalement est au centre d'une entité, enfin d'un système, qui regroupe le Product Owner, l'équipe de développement et l'organisation. Moi, en tant que Scrum Master, mon job, c'est de travailler avec ces 3 entités. Et donc, l'outil que je vous propose pour évaluer aujourd'hui votre niveau d'action en tant que Scrum Master, c'est de vous évaluer sur une échelle relativement basique et très subjective d'un radar. Est-ce que vous travaillez pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, avec chacune de ces entités? Quand je fais le test de la plupart des Scrum Masters, j'ai encore fait une séance de coaching il n'y a pas très longtemps avec un Scrum Master, finalement, les Scrum Masters qui sont très embarqués dans l'équipe de développement vont avoir ce niveau-là d'évaluation. Donc un Scrum Master qui est très en interaction avec l'équipe de développement, très peu avec les PO, et quasiment pas avec le reste de l'organisation. Ce qu'on attend d'un Scrum Master, et qu'est-ce qu'un Scrum Master? C'est un acteur qui travaille à fond avec chacune des 3 entités. Donc le delta, là vous allez l'observer comme ça. Ça, c'est un outil très simple. Ça ne mange pas de pain. Vous pouvez garder le résultat caché pour vous, si vous n'assumez pas ce qui ressort. Mais on ne va pas se mentir, la plupart des Scrum Masters sont au service beaucoup de l'équipe de développement, assez peu des autres. On va re-regarder un petit peu ce qui se passe dans ce guide Scrum. Et ce qui est intéressant, c'est les phrases. En fait, c'est les premiers mots. Les premiers mots qui gouvernent chacune des missions du Scrum Master.
Il trouve, il aide, il comprend, il s'assure, il facilite, il coach, il supprime, il facilite, il coach, il mène, il planifie, il aide, il provoque, il travaille. Aucune mention d'ingénierie technique. Aucune. Jamais. Donc diable, qu'est-ce qu'il va faire ce Scrum Master? Donc on voit bien que c'est dans cette définition-là, si on regarde tout ça, il y a un petit peu de tout. Et du coup, il va y avoir des questions de savoir-être, il va y avoir aussi des questions de savoir-faire. Donc ce que je vous propose là, c'est de vous partager un certain nombre d'outils de base qu'un Scrum Master doit connaître, doit maîtriser. Ce n'est pas les seuls, mais ça doit être des outils fondateurs pour vos pratiques quotidiennes. Alors il y a des outils à la fois de posture, les premiers. Donc il y a 5 postures qu'un Scrum Master doit avoir. Alors déjà, vous devez être un sachant. C'est-à-dire que vous devez connaître Scrum. Le guide Scrum, c'est 17 pages. C'est 20 minutes de lecture. Vous devez le maîtriser sur le bout des doigts. Vous devez savoir Scrum. Un Scrum Master qui ne travaille jamais sur du Scrum, c'est comme si vous demandiez à un développeur de jamais travailler son code. Ce n'est pas très engageant. Là, c'est un peu la même chose. Donc forcément, vous êtes sachant sur Scrum. Ensuite, d'un point de vue de l'organisation, c'est un agent du changement. Donc ça veut dire que je dois avoir quand même des repères sur c'est quoi mener le changement. Sachant que pour la plupart des Scrum Masters, ce n'est pas forcément la mission de base, ce n'est pas ce pourquoi ils ont été formés, ce n'est pas forcément le choix qu'ils ont fait au démarrage. Vous devez avoir une posture de coach, c'est écrit, il va coacher. On cherche le mouton à 5 pattes. Hein. Donc là, il y en a 3. La 4e patte, il doit faciliter, c'est écrit aussi dans le guide Scrum. Donc le Scrum Master doit avoir des compétences de facilitation. Et puis, parce qu'on n'en est plus à une compétence près, une posture près, il doit avoir cette posture de servant leader, être au service d'eux. Donc le travail de chacune de ces postures, c'est à peu près le travail d'une vie. Hein. Donc on ne va pas pouvoir attendre d'un Scrum Master qui maîtrise chacune de ces postures-là sur le bout des doigts. Néanmoins, il doit quand même avoir un certain nombre de points de repère. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir suffisamment de recul pour identifier un certain nombre de pratiques et de comportements qui sont assez basiques et dont on n'a plus trop de questions à se poser. Je vais essayer de vous les partager. Et donc en tant que Scrum Master, je dois savoir animer tous les rituels Scrum. Ça, c'est pas compliqué. Alors là, je vous renvoie vers toute la littérature du web, des blogs, des bouquins qui fleurissent de pratiques. Alors vous appelez ça des jeux, des innovation games, tout ce que vous voulez. Okay. Trouvez des ressources, des techniques et des outils, il en sort au moins un par jour. Là, j'en cite que quelques-uns, mais votre boîte à outils doit être très très large. Donc je dois savoir faciliter un planning d'itération, je dois savoir faciliter un daily meeting, je dois savoir animer une revue d'itération, je dois savoir animer une rétrospective. Voilà, ça c'est la base. Et ça, la plupart des Scrum Masters le font globalement assez bien. C'est quelque chose d'outillé, d'outillable très facilement. Vous faites vos recherches. Voilà, il y a des très bons bouquins qui sortent là-dessus. Voilà. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Et si vous avez déjà un petit peu de pratique en Scrum Mastering, vous êtes peut-être arrivé à un niveau où vous vous rendez compte qu'à force d'utiliser des outils, à force d'utiliser des techniques, vous ne changez pas la dynamique. Notamment sur la rétrospective. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont usé et abusé des techniques de rétrospective. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que cette quête permanente de la technique ne résout pas le problème qui est comment est-ce qu'on fait une bonne rétrospective. Donc ça veut dire que le sujet du Scrum Master n'est pas que sur la manipulation des outils et sur la maîtrise des outils. Il va falloir aussi savoir cadrer chaque rituel Scrum. Cadrer, c'est très simple. Poser un cadre, ça veut dire que intégrer que chaque personne, quand elle rentre à un moment donné dans un rituel, chaque fois, c'est ce qui se passe dans la tête de chacun d'entre nous, plus ou moins fortement pour certains, c'est de répondre à ces 4 questions-là. Quand vous arrivez dans une réunion, quand vous arrivez dans un atelier, la première question que vous posez, c'est pourquoi je suis là. Donc, intégrer qu'aussi les personnes qui arrivent, notamment dans le daily meeting, et le daily meeting est peut-être une des pratiques les plus mal pratiquées aujourd'hui, pourquoi je viens à ce daily meeting? Pourquoi je suis là? Alors, qui sont les autres? Normalement, c'est l'équipe, donc vous devez quand même savoir qui est là, sauf si vous avez des invités surprises. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans la revue d'itération? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce sprint planning? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce daily meeting? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette rétrospective? Et surtout, comment on va s'y prendre? L'idée, c'est de créer un cadre sécurisé dans lequel les personnes se retrouvent. Et la première question de pourquoi je suis là, c'est aussi redonner du sens à tous ces rituels qui sont aujourd'hui amenés comme des obligations. Et puis, on ne comprend pas pourquoi on passe 3 heures dans un planning d'itération où c'est juste pénible, en fait. Et on ne peut pas enlever cet avis-là de la part des personnes. Donc je dois savoir cadrer chaque rituel Scrum. Alors pour ça, il y a un outil très très bien pour vous aider. C'est que chaque rituel Scrum, notamment au début, vous devez y être préparé. Donc il y a un outil très pratique qui s'appelle les 7P. C'est un canevas que vous retrouvez très facilement.
Ça vous permet de cadrer n'importe quel moment, n'importe quel événement, n'importe quelle durée. On le retrouve, ça fait des années qu'on en parle. Ça vous permet de cadrer l'objectif du moment, qui va y participer, les moyens pour y parvenir, quel est le livrable qu'on attend, qu'est-ce qu'il faut comme élément de préparation, les risques, et puis tous les éléments de logistique. Si vous êtes capable de remplir ce petit canevas-là très rapidement, pour chacun des rituels, et le partager avec le reste de votre équipe, déjà vous donnez un cadre plus précis. Et ce cadre, en plus, pourra d'une équipe à l'autre être différent. C'est pas compliqué. Donc un Scrum Master, il est préparé. En tant que Scrum Master, je dois savoir faire une présentation sur Scrum. C'est comme un entrepreneur qui pitch sa boîte. Vous devez savoir présenter Scrum en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Vous devez le faire en 2 coups de crayon, 4 coups de crayon, 10 coups de crayon, avec des beaux PowerPoint, avec des beaux dessins, avec des PowerPoint moches, avec des dessins moches, peu importe. Vous devez être capable de présenter Scrum. Vous devez être capable d'expliquer que Scrum, c'est un framework dans lequel 3 acteurs sont représentés. Le Product Owner qui est responsable du produit, le Scrum Master qui est responsable du cadre et de la méthode Scrum, et l'équipe de développement qui est responsable de développer un incrément de produit à la fin de chaque itération, puisque le temps en Scrum est organisé en itération. Que chaque itération est structurée de la même manière, elle démarre par un planning d'itération. Tous les jours, l'équipe fait son suivi à la fin de l'itération. Tous les jours fait son suivi pendant le daily meeting, fait une revue d'itération, pendant laquelle on fait une petite démo, mais pas que. Et à la fin, l'équipe améliore son processus de travail. Ok, mais il n'y a pas que ça aussi dans Scrum. Il y a aussi 3 piliers, la transparence, l'inspection et l'adaptation, qu'on cite à peu près jamais. Et puis il y a des valeurs de courage, de respect, de simplicité, qui sont complètement passées sous le tapis, et qui pourtant doivent bien faire partie de la présentation. Donc ça, c'est un entraînement. Donc si, en tant que Scrum Master, vous n'avez jamais fait de présentation Scrum, bah, préparez-en une. Moi, je sais que je l'ai fait toujours sur des feuilles de paperboard. Voilà. Du coup, ça va aussi permettre de créer un cadre interactif avec les personnes qui sont là. Il y en a qui ont déjà fait des présentations Scrum? Bien, bah vous allez repartir avec une liste de courses bien longue. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, puis c'est pas fini, parce que vous devez savoir faire bien d'autres choses. Donc là, on est toujours sur la partie sachante. Hein. En tant qu'agent du changement, Scrum aussi s'inscrit dans un cadre dit agile. Donc cette agilité, elle est décrite dans le manifeste agile. Donc vous devez savoir, avoir une lecture critique de ce qu'est l'agilité de votre équipe, de votre cadre. Moi, ce que je fais dans les équipes, c'est un outil que je garde pour moi. Je reprends les 4 valeurs du manifeste et les 12 principes. Comme il n'existe absolument aucun outil d'évaluation qui démontrerait scientifiquement des résultats, je fais une évaluation toujours empirique, où je le fais avec d'autres équipes. Quand on dit individu et interaction plus que processus et outils, bah, je me retrouve où? Je vais mettre un point. Collaboration cliente, négociation contractuelle, pareil. Ça me permet d'avoir une petite carte et de savoir un petit peu où est-ce que je vais devoir activer les choses. Et pareil, un petit outil de radar qui peut servir, où je vais évaluer chacun des principes de l'agilité. Ça me permet 2 choses. 1, de continuer à mémoriser ce que sont les 4 valeurs et 12 principes. Et 2, de décharger aussi mon appréciation complètement subjective de ce qu'est l'agilité de mon équipe, pour savoir à quels endroits je vais avoir besoin d'appuyer. Alors une fois que vous avez fait ça, il est très peu probable que vous ayez 100% de tous les principes agiles qui soient actifs. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à publier des articles de blog, à nous expliquer comment vous faites, à donner des conférences, surtout à partager votre expérience, parce que vous allez enrichir les autres. Pour tous ceux qui n'ont pas cette chance-là, eh bien, il va falloir expliquer à l'équipe qu'il y a des trucs qui sont améliorables. Le Scrum Master doit aussi savoir être diplomate. On ne va pas dire vous ne savez pas collaborer, c'est assez violent. Donc, en tant que Scrum Master, chaque fois que je vais voir quelque chose qui n'est pas en accord avec et ce cadre Scrum et cette agilité, ou en tout cas qu'on pourrait développer, eh bien, il va falloir que je donne du feedback. Donc, il va falloir que j'apprenne à donner du feedback. Et alors, donner du feedback, s'il y a bien un exercice bien savonneux, où vous pouvez vous casser les dents et vraiment travailler sur une très mauvaise image de ce qu'est un Scrum Master, c'est bien ce moment-là. Donc là, on va peut-être s'appuyer sur un outil extrêmement simple, qui s'appelle la communication non violente. Sans devenir des experts de la communication non violente, il suffit juste d'intégrer que la communication non violente, c'est l'art et la manière de verbaliser des idées à d'autres personnes, en gardant en tête que mon propos doit toujours faire apparaître 4 éléments clés qui peuvent apparaître dans le désordre. Plutôt que d'être un Scrum Master prescriptif qui dit « c'est pas comme ça qu'on fait un daily meeting », je vais plutôt le verbaliser différemment en disant « moi je ne suis pas très à l'aise avec ce format-là ». Peut-être parce que déjà, ça fait 45 minutes qu'on est debout et que j'ai mal aux jambes. Et ça m'engage moi. Moi j'aurais besoin que ce soit plus court. Donc la proposition que je vous fais,
c'est qu'on mette en place une boîte de temps. Le message est exactement le même, hein. C'est que vous avez passé un très mauvais moment. Mais la communication non violente, c'est la manière de comment est-ce que moi je m'engage, après c'est les gens qui vont disposer. Donc je propose une information et les gens en disposent. C'est pas forcément un exercice très simple. On est vraiment dans la partie servant leadership. C'est vraiment quelque chose à répéter très régulièrement. Et faites-le, vous allez voir que ça va transformer la nature des relations que vous pouvez avoir avec les autres personnes. Ça marche aussi dans n'importe quelle situation. Dès que vous en avez un qui commence à gueuler, ou le célébrissime un tel a fait de la merde, le PO, on le voit jamais, le PO sait pas coder les stories. Non, enfin, il sait pas exprimer ses stories. Non, on peut aussi inviter les gens à reverbaliser ces choses-là. Donc soyez non violents, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien aux autres. Et c'est pas fini, parce que c'est bien beau tout ça, mais là, le Scrum Master, quand même, il a une position assez ambiguë. Il a quand même relativement une posture haute sur le cadre, mais en même temps, on dit qu'il doit coacher et qu'il doit faciliter. Donc il va falloir que je joue en permanence sur cette dualité, c'est-à-dire est-ce que je suis en posture haute ou est-ce que je suis en posture basse? Je suis en posture haute, c'est-à-dire que je maîtrise le cadre et j'ai le droit d'être prescriptif sur le cadre puisque l'équipe a retenu le cadre Scrum. Par contre, je vais être en posture basse sur le contenu. Et là, ça va inviter tous les Scrum Masters qui ont une compétence technique, par exemple. Et quand je suis Scrum Master, je ne vais pas m'exprimer sur le développement logiciel et la qualité qui est engagée. Ce n'est pas mon job. Je ne vais pas juger, je ne vais pas évaluer, je ne vais même pas commenter. Le plus facile, c'est qu'en tant que Scrum Master, vous ne sachiez pas de quoi il retourne pour rester toujours en posture haute sur le cadre. Posture haute sur le cadre, ça veut dire que vous êtes garant que le cadre agile, et plus particulièrement le cadre Scrum, qui est communément admis et retenu par l'équipe, soit maintenu. C'est votre seule et unique mission. C'est facile. Il y a un truc à maîtriser, c'est le cadre. Tout le temps. Ça ne peut pas déraper, les objectifs des rituels sont respectés. Et en permanence. Donc ça va encore demander un gros effort sur soi. Donc on fait que ça, on fait que des efforts sur soi en fait. Le Scrum Master, c'est sans doute la personne qui s'interroge le plus sur elle-même. Pour aider les gens à se poser tout un tas à trouver des réponses, il y a un outil que vous devez savoir manipuler en tant que Scrum Master, c'est savoir poser des questions. Souvent, si on fait un parallèle, le Scrum Master peut être vu comme un mini-coach en interne. Si vous avez déjà eu des coachs avec vous, vous avez peut-être eu déjà la désagréable sensation qu'un coach pose plus de questions qu'il amène de réponses. Parce que c'est son job, c'est son métier. Alors il y a une discipline qui s'appelle la questiologie, mais il y a différentes questions que vous devez savoir poser. Il y a des questions qu'on appelle des questions fermées, qui amènent un oui ou un non. Donc ça, c'est quand vous voulez valider quelque chose. Mais globalement, vous aurez plus d'intérêt, si vous voulez inviter les gens à réfléchir, à poser des questions ouvertes. Donc poser une question ouverte, c'est des questions qui commencent par ça. Comment, qu'est-ce qui, pourquoi, pour quand. Pardon, pas pourquoi. Vous allez pouvoir poser des questions sur l'instant, des questions sur le passé, pour comprendre, des questions sur le futur, pour engager les gens à une réflexion. Et s'il y a bien une question qu'il ne faut jamais utiliser, et c'est très compliqué, c'est pourquoi. Jamais. Pourquoi, dans les relations humaines, c'est sans doute la pire des questions. C'est pour ça que la technique des 5 pourquoi en rétrospective, je vous la déconseille très fortement. Ça marche très bien sur un automate, ça marche très bien sur une chaîne de production. Par contre, dans un environnement humain, c'est horrible, c'est insupportable, surtout quand ça parle de vous. Donc, ça ne crée pas un cadre sécurisé, au contraire. Donc, on oublie la question pourquoi. Si vous voulez poser la question de être le servant leadership, alors le jour où j'ai lu ça, c'est un peu pompeux comme truc. Il y a une image très simple, la posture d'être au service d'eux. Comment cultiver cette posture? Je vous invite à, juste à reprendre la posture que vous avez quand vous faites une bonne grosse bringue à la maison ou quand vous invitez chez vous. C'est la métaphore du host leadership. C'est une facilitation graphique que j'avais faite avec Géry Derbier en 2013 qui parle beaucoup de ces choses-là. C'est assez simple. Le Scrum Master est à l'équipe ce que vous êtes en tant qu'hôte dans une soirée. Vous posez le cadre. Vous faites tout pour que ça se passe bien. Mais ce n'est pas vous qui allez dire « Pierre, tu vas parler à Jacques ». Vous mettez juste de l'huile dans les rouages. C'est juste votre job. Faites que ça se passe bien. Vous êtes un hôte. Si vous utilisez cette métaphore-là pour voir votre position, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous n'allez plus faire, puis il y a peut-être une nouvelle posture que vous allez prendre. Alors l'hôte, il est là au début et à la fin. Hein. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Comme vous allez vite vous rendre compte que tout ça, ça prend beaucoup de temps, normalement, ce qui va se passer, c'est que tout le travail qui n'est pas décrit dans ce que je vous propose là, eh bien, qui va le faire? Vous n'avez qu'une journée normalement constituée, vous êtes aux 35 heures, en théorie. Donc tout ce job-là, eh bien, il va falloir apprendre à le déléguer. Et quand je vous parlais des symptômes du Scrum Butt, c'est aussi se poser la question de ce que c'est que déléguer, et déléguer toutes les tâches qu'on a vues précédemment, qui peuvent venir polluer le temps de travail du Scrum Master. Et cette délégation, elle va vite être vue comme ça, c'est une grosse patate chaude. Le Scrum Master, super, il a vu une conférence, on lui a dit que ce n'était pas son boulot, très bien. Donc maintenant, il veut se libérer un petit peu de ce travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, déléguer, ce n'est pas envoyer une patate chaude. Déléguer, c'est transmettre à quelqu'un
une mission en accord avec lui, et surtout quelque chose que vous pouvez aussi déléguer. C'est-à-dire que vous avez confiance. Il va falloir aussi accepter qu'il y a des choses qui ne sont plus de votre ressort en tant que Scrum Master. Mettre à jour le tableau de post-it, c'est pas votre job. Mettre à jour les burn downs, c'est pas votre job. C'est pas écrit dans le Scrum. Vous êtes là pour vous assurer que l'équipe avance, qu'elle produise. Toutes ces erreurs-là, elles sont aussi beaucoup nées d'un discours qu'on a aussi beaucoup mal porté depuis plusieurs années, qui est de dire que le Scrum Master protège l'équipe des obstacles. Donc du coup, il a tout récupéré à son compte. Donc la délégation, pareil, il y a un outil très simple qui s'appelle Delegation Poker, qui est amené par Jürgen Appelo. C'est tout bête, ça fonctionne super bien. Vous posez chacune des missions, chacune des tâches du Scrum Master, et c'est juste un jeu de cartes où vous posez la question avec l'équipe, à qui est-ce que ça revient? Après, si la patate chaude doit rester chez vous, eh bien à vous, en utilisant par exemple la communication non violente, à faire un feedback comme quoi ça ne vous convient pas. En tout cas, ce sont des outils assez simples. Je disais aussi tout à l'heure qu'un Scrum Master doit savoir parler d'agilité. En tant qu'agent du changement, quand vous allez aller voir un manager, il va falloir savoir lui parler d'agilité. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent pas parler d'agilité. On entend même parler à la télé de services d'assurance agile. Le logo de la SNCF, le slogan de la SNCF aujourd'hui, c'est l'agilité. Ça veut dire quoi l'agilité pour l'équipe? Ça veut dire quoi l'agilité au niveau d'un produit? Ça veut dire quoi l'agilité au niveau d'une entreprise? Certainement que ces propos-là vont avoir des natures différentes. Vous devez être capable de savoir expliquer l'agilité. Alors la version 1.0, c'est de dire l'agilité, c'est décrit dans le manifeste, il y a 4 valeurs, il y a 12 principes. Il y a plein de gens, ça ne va pas leur parler, c'est pas assez structuré, c'est pas assez structurant. Inspirez-vous de ce qui existe, et vous devez savoir faire pareil, une présentation de l'agilité assez rapidement. Moi, je résume souvent l'agilité au niveau des équipes en disant l'agilité, c'est une équipe qui s'auto-organise dans un environnement complexe pour délivrer en permanence de la valeur à des utilisateurs et qui s'améliore en continu en essayant de faire le plus simple possible. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est certainement pas parfaite, mais au moins, il y a pas mal de choses qui sont à l'intérieur et qu'ensuite, on va pouvoir tricoter. Vous allez aussi parler d'agilité à des gens qui ont envie qu'on leur en parle. Et puis, l'idée, c'est d'engager du changement. Vous allez voir qu'un Scrum Master, c'est quand même l'agent du changement. C'est quand même grâce à lui que l'agilité se développe ou pas dans l'entreprise. Donc vous devez savoir ce que c'est que changer. Vous devez savoir que mettre du Scrum dans une équipe, ça ne va pas être le monde de oui-oui. Il y a plein d'organisations dans lesquelles on a mis du Scrum, chez qui ça se passe très bien, et il y en a plein d'autres chez qui ça s'est très mal passé. Il y a des gens qui quittent les entreprises parce qu'on met du Scrum. Pourquoi? Parce que le cadre ne leur convient pas. Donc à trop forcer, ça casse. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Il faut comprendre ce que c'est qu'une théorie du changement. Une théorie du changement, c'est la psychothérapeute Virginia Satir dans les années 70 qui a déjà structuré ça, notamment dans les thérapies familiales. Et aujourd'hui, on les a internalisés, ces concepts-là, notamment cette courbe du changement, dans les procédures d'accompagnement. Quand vous arrivez avec du Scrum ou n'importe quel environnement, il y a déjà un statu quo. Ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien, peu importe, il y a un statu quo. Ça s'appelle un cadre sécurisé. Les gens râlent, mais au moins ils connaissent les règles, ils savent pourquoi. À partir du moment où vous transformez les règles, à partir du moment où vous cassez des barrières, sans forcément savoir pourquoi on les casse, vous allez créer une rupture. Il va forcément y avoir une petite phase de résistance, et puis après il va y avoir une phase de détresse. Ça s'appelle la vallée du désespoir. Ça porte très bien son nom. Parce que votre rôle en tant que Scrum Master, il est d'accompagner les gens dans ce trou, mais pour les en faire sortir, pas pour les laisser au fond du trou. Donc être à l'écoute aussi de son équipe pour savoir qu'effectivement, à un moment donné, une équipe va perdre ses repères sans forcément savoir quels vont être ce nouveau cadre sécurisé. Et le job du Scrum Master, il est extrêmement important à ce moment-là pour essayer de reconstruire quelque chose pour que cette promesse d'agilité, c'est-à-dire cette promesse d'une meilleure performance, de meilleure qualité, d'équipe plus sereine, vous puissiez en bénéficier. Sinon, vous allez obtenir ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et il faut le dire. Vous allez rencontrer de plus en plus de gens qui vont vous dire « Scrum, l'agilité, ça ne marche pas. On a essayé, ça a été très désagréable. Les plannings d'itération à une journée avec des cartes de planning poker, coller des post-it partout, ça ne sert à rien. » Et aujourd'hui, on commence à l'entendre. Et on l'entend parce qu'on a mal utilisé ces choses-là, parce qu'on a juste déployé mécaniquement un outil sans forcément se poser la question. Donc on a un retour arrière, et globalement, on n'a pas obtenu gain de performance. Quand vous allez faire ce genre d'exercice-là, quand vous allez aller voir des managers, vous allez voir votre organisation, en gros, vous en avez 10% qui sont à fond dedans. Déjà, eux, il n'y a pas besoin de les convaincre, ils ont juste besoin d'y aller. Vous en avez 10 qui sont réfractaires. Mais ça fait tellement longtemps qu'on leur bassine la tête avec l'agilité qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils se renseignent sur ce que c'est. Et puis vous avez 80% de sceptiques à peu près. Ceux-là, ils sont ni pour ni contre, ils ont juste besoin d'informations. Donc ils vont émettre des objections. Donc il va falloir savoir les traiter, ces objections. Essayez pas de convaincre. Moi j'ai fait ça au début, quand je me suis lancé en tant que coach agile, j'ai essayé de vendre mon truc. Et en fait, vous allez voir que ça marche pas. D'ailleurs, il y a plein de gens à qui, plus vous allez essayer de vendre l'agilité, plus ça va générer l'effet inverse. C'est le principe des polarités. Donc plus vous essayez de les convaincre, plus ils vont être anti. Donc au moins vous allez avoir d'agilité. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est, voilà, je vous explique ce que c'est. Vous prenez pas, c'est pas mon problème, c'est votre responsabilité. Donc présenter plutôt que convaincre. Présenter, ça veut dire que, ceux qui vont avoir l'énergie pour, ils vont naturellement venir vers vous, ils vont vouloir en savoir plus et vous allez travailler avec ces personnes-là.
Ne travaillez pas avec des personnes qui n'ont pas envie de travailler sur l'agilité. Ceux-là, ils viendront peut-être dans 1 an, dans 2 ans, peut-être jamais. Préservez-vous. Travaillez avec des gens positifs. Faites-vous plaisir. Deuxième façon, plutôt que de toujours traiter... Oui, mais alors en fait, voilà, le oui, mais c'est terrible. Quand vous entendez oui, mais, ou quand on vous pose une question, essayez de répondre avec un oui et. Le oui, mais, en fait, c'est non. Hein. C'est non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, quelqu'un vous pose une question, oui, mais alors en fait, ça dépend... Non, c'est pas... Non, en fait, je suis déjà en train de vous dire non. Donc si je vous dis non, j'ai moins de personnes qui vont être là. Donc essayez de oui. En tant que Scrum Master, vous pouvez faire commencer toutes vos phrases, moi c'est ce que je fais maintenant, par « je vous propose, je vous invite ». Le principe de l'invitation, c'est qu'elles peuvent être refusées. Quand vous êtes invité, vous acceptez, vous refusez. Si je vous impose une chose et que vous n'avez pas choisi de le faire, soit ça vous plaît, et tant mieux, soit il y a quand même de grands risques que vous refusiez ce que je vous propose. Faire un daily meeting de 15 minutes debout tous les matins, si c'est imposé, il y a plein de gens qui vont vous dire « à quoi ça sert ?» C'est pas une invitation à se mettre debout, c'est une invitation à se synchroniser quotidiennement. C'est pas le même enjeu. Et en tant que Scrum Master, comme vous allez porter tout ça, toute cette énergie, je vous préviens tout de suite, vous allez voir que c'est très très lent et vous allez être grandement frustré. Parce qu'entre ce que vous voulez faire passer et ce qui se passe réellement, il est fort probable que vous observiez des toutes petites avancées au début, mais vraiment tout petits. Il va falloir être patient et de valoriser ça. Donc regardez toujours, ayez toujours un œil sur le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Vous devez également, en tant que Scrum Master, toujours dans cette notion de coaching, il y a un outil très simple, ça s'appelle le modèle de Tuckman, de comprendre le modèle, comment vit une équipe, comment elle se structure. Une équipe, c'est pas on met des gens ensemble et puis elle est performante tout de suite. Non, une équipe au début, elle se cherche. Alors il y a l'euphorie du départ, okay, on est tous contents quand on crée l'équipe, enfin, en tout cas je vous le souhaite, je préfère prendre cette hypothèse-là pour ma petite histoire. Et puis vous allez avoir une phase de structuration, alors en anglais c'est storming, les traductions françaises sont un petit peu plus... c'est la construction, c'est surtout une phase de conflit qui va se passer. Alors c'est pas forcément un conflit très grave, c'est une phase où chacun va chercher sa place en tant qu'individu à l'intérieur d'un collectif. Avant de trouver une phase de normalisation, c'est-à-dire on a compris et on a défini des règles, et évidemment ce que tout le monde attend, c'est la phase de performance. C'est pas parce que vous mettez des gens ensemble, et je pense que dans le monde des agences et le monde des sociétés de services d'une manière générale, on met des gens ensemble et on attend de la performance tout de suite. Eh ben non, il y a toutes ces étapes-là qui vont se faire. Chaque fois que vous enlevez une personne ou vous en rajoutez une, eh bien c'est une reconstruction permanente. Alors c'est pas un processus linéaire, hein. Il y a aussi pas mal de retours arrière. Donc vous devez savoir aussi avoir une lecture de dans quelle phase mon équipe elle se trouve là. Parce qu'évidemment, en tant que coaching et proposition d'activité, si j'ai une équipe qui est dans la performance, on va pouvoir se faire beaucoup plus plaisir. Si j'ai une équipe qui est en phase conflictuelle, on a plus intérêt à travailler sur des règles et surtout à mobiliser les individus pour qu'ils définissent leurs propres règles, qu'ils soient acteurs. Comment est-ce qu'ils résolvent ce conflit ? J'ai surtout pas intérêt à être prescripteur. En fait, j'ai surtout pas intérêt à me mettre dans une position qui est décrite dans ce qu'on appelle le triangle dramatique, que vous retrouvez dans tous les bons films américains ou dans toutes les bonnes histoires. C'est le triangle dramatique de Karpman. C'est le principe des jeux de pouvoir. Le principe des jeux de pouvoir, c'est que vous avez 3 rôles. Il est relativement simple. Ça marche aussi dans les domaines familiaux. Hein. On va prendre un exemple assez simple. Vous avez votre enfant qui vous demande s'il peut sortir. Évidemment, vous lui dites non. Donc autant vous dire, vous prenez tout de suite le rôle de persécuteur et votre enfant prend la position de victime. Le PO n'est pas disponible, il a écrit des mauvaises stories, c'est un persécuteur et nous, en tant qu'équipe, nous sommes victimes. Donc en tant que Scrum Master, j'arrive avec ma cape et je vais essayer de sauver tout ça. Et en essayant de proposer une solution. Alors là, j'ai 2 choix. Si je commence à prendre parti pour le product owner, en expliquant que finalement, ben non, d'un point de vue de l'équipe qui était déjà victime, elle va plus me voir comme un sauveteur, moi, en tant que Scrum Master. Elle va me voir comme son nouveau persécuteur. Donc de sauveteur, je passe persécuteur, qui vient renchérir la position de victime. Donc vous avez une victime qui est ultra victimisée. Comme en plus tout ça, c'est product owner, c'est du Scrum Master, c'est sans doute la faute à l'agilité, c'est sans doute la faute à la méthode. Donc pour se sauver, il faut peut-être arrêter l'agilité et vous avez très vite une équipe qui a envie de sortir de Scrum. Moralité, sortez de ce cadre-là. Ne rentrez jamais dedans, en fait. La règle, c'est de ne jamais être un sauveteur. Vous n'êtes pas un sauveteur. Alors ça peut être très très rapide. Hein. Parmi tout ça, quand j'ai fait préparer cette session, je me suis dit qu'il manquait peut-être quelque chose et j'avais peut-être pas forcément été suffisamment concret. Donc, je vous ai proposé un exemple d'agenda, parce que la question qu'on me pose souvent, mais il fait quoi un Scrum Master? Est-ce que c'est un rôle à plein temps? La réponse est oui, c'est possible. C'est ce qu'il est possible d'être Scrum Master à plein temps pour une équipe de 4-5 personnes. Eh bien oui, vous allez occuper votre temps avec, par exemple, ce type d'activité-là. Et encore, j'ai pas tout mis. J'ai pas mis tous les travaux que vous pouvez faire avec le Product Owner. J'ai pas mis tous les travaux que vous pouvez engager avec l'équipe de développement pour être à son service, pour être à son écoute, pour mettre en place le cadre. En fait, en théorie, un Scrum Master ne devrait pas être présent, parce que c'est pas très compliqué de comprendre Scrum. Et en fait, on s'aperçoit que quand ce rôle n'est pas là, personne ne s'occupe de la méthode. Le PO, il est concentré sur son produit, l'équipe est concentrée sur son ingénierie technique. Et le cadre, eh bien, il va un petit peu brinque-ballant. Alors, je ne vais pas vous commenter tout ce qu'il y a, mais j'ai essayé de documenter ce qu'on pourrait imaginer comme agenda. Ne le respectez pas à la lettre, hein, surtout, hein, ce serait dommage. Vous êtes venu ici pour une question simple, c'est qu'est-ce qu'un Scrum Master?
La réponse que je vous propose, c'est qu'un Scrum Master est une personne qui sait écouter l'environnement et les demandes de ses équipiers pour mettre à disposition un cadre adéquat, j'aurais pu aussi rajouter, et qui saura jouer entre les 5 postures, sachant, facilitateur, coach, servant leader et agent du changement. Si vous avez envie de creuser encore plus et d'aller encore plus loin, je vous propose un certain nombre de ressources qui sont aujourd'hui incontournables. Ça prend un petit peu de temps. Commencez par le premier, le Scrum Guide. Et puis si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre écoute. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Si vous voulez... merci. Bonjour à tous.